Tu pèses sur play? Ouais, ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Ouais, oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. non, c'est correct, correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Mais je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées. Voici Arnaud Gascon-Nadon. Veille, Seigneur, sur chaque joueur, sous son casque et son armure. Protège-les des chocs trop durs et des blessures. Donne
Ah, je hurlais, là. Tout y était. Ah, vraiment. Tout y était. Ça a été une domination du début jusqu'à la fin des Eagles de Philadelphie. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une domination comme celle-là. La dernière fois que j'ai vu une domination comme celle-là, c'est peut-être les Buccaneers, genre de 2002, contre les Raiders de Rich Gannon avec ses 2 oreillettes qui avait l'air d'avoir laissé sur le comptoir à côté de ses bananes parce qu'il brunissent pendant 1 an. Moi, Rich Gannon, et là, je me disais, meilleur carrière de la saison, 2 oreillettes brunes. On dirait qu'il appartenait à son arrière-grand-père et qu'il est allé à la plage de Varsovie avec, je sais pas où. La fameuse plage de Varsovie. La fameuse plage de Varsovie. je dis le débarquement de Varsovie ou je sais pas quoi. Oui. Ah là là. Non, ça, puis ça, je me rappelle, j'avais été un gros fan de cette victoire-là des Buccaneers en 2002 avec toute la gang de John Lynch, Derek Brooks, Les Seahawks, John Gruden. Les Seahawks contre les Broncos, c'était un peu semblable à ça. Ah oui, c'est vrai, c'était un massacre, ça. Mais, tu sais, comme hier, la claque était virulente, là. Tu sais, c'était comme, comme tu disais, de tout bord, tout côté, là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Celle de Peyton Manning, c'était une bonne claque, elle aussi. Je pense que c'était 43-8. Ouais, quelque chose de même. Ouais, non, ça, c'était la première année à Peyton. Je pense ça avait commencé avec le fumble, là, tu sais. Ah non, ça, c'était pas chic non plus. Mais hier, là, ouf. Mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on... Tu sais, on parlait de Pat Mahomes en plus comme peut-être meilleur que Tom Brady, peut-être les Chiefs meilleurs, puis... Aïe, ça a fait du bien, ça. Juste remettre les cadrans à 0, là. Hey, les nerfs, tout le monde, là, les nerfs. Les nerfs. Moi, j'ai vu sur Twitter, à un moment donné... écoute, pour vous dire, là, on va rentrer dans l'analyse un peu du match, puis nos impressions, là, quelques affaires, puis aussi la saison morte, on va aussi faire un retour. On veut remercier premièrement Ubet d'avoir été notre commanditaire officiel depuis le début de l'année. Écoute, ça fait... Depuis quoi, fin août qu'on run ce podcast-là? Quand même, hein? Mine de rien. Fin août, début septembre. Fin août. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Ubet d'avoir commandité ça dès le départ, avant même de nous entendre dire des choses. D'ailleurs, j'imagine qu'ils ont dû être surpris en tabarouette. ça c'est-tu le podcast qu'on commandite, ça? Oui, c'est celui-là. Est-ce que OK. OK, ouais. Attendais pas à ça. C'est correct. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ça? Ils ont appelé ça comment, eux autres? Ben, justement, le titre du show hier a dicté tout le match, au final, là. La ligne de mêlée. Hey, écoute, tout s'est passé là, hein? Tout se passe toujours là. Tout se passe toujours là. Toujours là, puis les Chiefs ont de l'air de gang de mêlée. Oh oui. Ouais. Les Eagles, il n'y avait pas de l'air si mêlé que ça hier. Mais petit bref retour là, sur le podcast et tout ça. Merci à Ubet d'avoir commandité ça. Merci à tous nos auditeurs, tout le monde, la communauté qu'on a créée depuis le début, d'avoir été là à chaque semaine. Autant les lundis que sur YouTube et Spotify et toutes les autres plateformes, soit en reprise du lundi ou sur notre podcast du jeudi, qui là, exceptionnellement, des fois, on a sorti ça les vendredis comme la semaine dernière, justement. Merci d'avoir embarqué dans toutes nos niaiseries, dans autant nos niaiseries que notre côté un peu plus sérieux. Écoute, j'ai reçu tellement de messages le fun aussi pendant la fin de semaine. On gardait toujours un moment du podcast du jeudi pour les meilleurs paris de la semaine, où je pense qu'on mettait beaucoup de temps, puis... Parley mettait beaucoup de temps aussi à trouver comme les meilleurs stats, les meilleures cotes, beaucoup de recherches là-dedans. Fait que, écoute, merci à tout le monde d'avoir embarqué là-dedans. Ça fut un plaisir d'être avec vous à toutes les semaines. Pour l'instant, je veux juste vous annoncer, on va prendre un petit congé après le podcast d'aujourd'hui. Donc, on va profiter de la dernière heure ensemble pour avoir du fun. Clore la saison de football de l'année 2024-2025. Nous, on va refaire nos forces un peu. On a des petites affaires qu'il faut s'occuper. Puis on va revenir... écoute, on en parle déjà. Là, potentiellement, peut-être quelque part autour du repêchage de la NFL ou peut-être pas pantoute. Puis tabarouette, on est bon pour faire ça. On recommence au mois d'août. Là. Mais on va venir au courant, en tout cas. Puis il y a des belles choses qui s'en viennent pour l'année prochaine. Je pense qu'il va y avoir une saison 2. Ah oui. On peut-tu dire ça? Ben oui. Je pense qu'on peut annoncer saison 2 tout de suite. Ben oui. Saison 2 de la ligne des mêlées. Fait que, puis on va avoir des petites surprises là-dedans où... oui, parce qu'il y a plus d'un sport qui nous intéresse. On a plus qu'une corde dans notre arc. C'est ça. On est mêlés dans plusieurs domaines. Donc voilà, fait que c'est ça un peu pour... donc encore une fois, merci à tout le monde de liker, de partager, de nous envoyer des commentaires, man, de participer. C'est vraiment cool. Des fois, j'ai pas le temps de répondre ou j'ai pas le temps mais je lis pas mal tout, puis des fois, j'ai juste pas le temps de répondre pour des raisons qui, des fois, sont hors de mon contrôle. Là, comme par exemple, quand je parle de l'abbé Zolochi, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, moi, en fin de semaine. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Ah oui, on a prié. Ça, pour le monde qui n'a pas écouté jeudi, là, ça a été un tabarouette d'affaires vendredi. Là.
Parce que l'abbé Zolochi est venu en studio à 2h. OK? Premièrement, ça a été toute qu'une affaire de trouver un prêtre. Là. J'aimerais juste revenir là-dessus. Là. Ça a été quelque chose quand même. Là, je veux dire, trouver un prêtre qui vient nous faire ça. Premier prêtre à qui je parle, je mets une story sur mon Instagram. La gang de mes sapins de Noël. Faut que je retrouve le nom. Là. C'est Luigi de mes sapins de Noël qui m'a écrit. Mais c'est mes sapins de Noël que j'achète à chaque année au marché Jean Talon. Je vais vous retrouver ça. Et me texte genre un premier prêtre. Je dis comme ça. Je dis, regarde, pose pas de questions. T'en connais une coupe. c'est bien parfait pour moi. Puis je m'étais mis sur le téléphone pour parler au prêtre. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Sapin chez Michel. Sapin chez Michel, c'est les meilleurs. Au marché Jean Talon, ils sont écœurants. Vous pouvez parler avec Luigi. C'est le boss là-bas. C'est une affaire de famille. Puis, d'ailleurs, Charles Valencourt, mon ancien coéquipier de l'Université Laval, c'est lui le boss des sapins de Noël au Québec. OK. Il a de l'air d'un Père Noël, d'ailleurs, un peu Charles. Quand je jouais avec, il pesait 380. C'est-à-dire qu'il y a une audition, une audition pour le Père Noël, c'est lui qui l'a, c'est sûr. Fait que Charles, il est rendu le... Fait qu'en tout cas, il y a comme une affaire autour des sapins de Noël. Moi, je suis plugué là-dedans, en tout cas. Fait que si vous voulez un sapin vert qui sent un peu la forêt, appelez-moi. Fait que c'est ça, je me suis mis sur le téléphone pour trouver des prêtres. Puis là, on est arrivé jusqu'à l'abbé Zolochi, que je me fais dire, c'est l'archevêque secrétaire du Québec. Là, je me dis, hey, là, on va avoir quelque chose avec ça, là, c'est sûr. Un gars, et le départ de tout ça, ça a été un prêtre que j'appelle qui me dit, ah non, je peux pas, les autorités locales me surveillent. J'étais là, tabarouette, ça part mal. Un bon début. J'étais là, boy. Pas sûr que j'ai envie d'être mêlé à ça, mais regarde, on a besoin de faire ça. Et l'abbé Zolochi qui vient ici en studio vendredi parce qu'il pouvait pas jeudi. Bref, à cause des horaires, nous autres, ou lui, en tout cas, ensemble, on pouvait pas jeudi. Donc, on a décalé ça vendredi. Vendredi, il vient en studio, il fait cette prière-là avec nous autres. Et là, on se rend compte qu'on l'a mal enregistré. On a juste l'audio, mais on n'a pas le visuel. C'était sûr que ça allait arriver depuis le début de l'année. Tu sais, ça arrive dans le monde du podcast, le mauvais enregistrement, ça arrive. Puis là, une fois que ça arrive une première fois, t'es comme, ah, tabarouette, non. Puis là, pas pour rien qu'on n'invite pas un invité dans nos podcasts, parce que, je vous le dis, on était pressés. C'est ça, tu sais, je veux dire, on invite un invité, puis on le rate, tu sais. Ah non! Puis là, mais c'est comme, c'est l'archevêque secrétaire, là, tu peux pas genre... Tu peux-tu revenir? Il dit non, je fais une onction malade. T'es comme, ben oui, je te comprends, quand c'est important, tu peux pas juste revenir, t'as des choses à faire. Mais là, il a oublié sa Bible. Ça, c'était le premier signe. Ça, c'était le premier signe clair qu'on avait. On tenait de quoi, là? Parce que là, moi, je dis, attends, je vois sa Bible sur la table, puis là, je dis, mais il peut pas oublier ça ici, c'est impossible. Il me dit, c'est sa Bible de recherche. Mais c'est clair, elle était annotée, là, partout, là. Tout, c'est sa vie, là. Sa vie, genre, théologique, là, qui est là-dedans, là. Ouais. Donc là, je le rappelle, je me sens bien plus courageux de le rappeler. Monsieur Zolochi, vous avez oublié votre Bible. Ah oui? Ah ben là, il faut que je revienne. Je dis, ben oui, c'est ça, c'est plate. Puis je dis, en plus, on vous a mal enregistré. Ah bon? Là, j'étais comme, ben oui. Fait que, et là, on refait ça finalement à 6h15 le soir. Il se représente ici pour faire ça. Écoute, il m'a dit que c'est la première fois de sa vie qu'il oubliait la Bible. Sa Bible quelque part. Première fois de sa vie qu'il l'oubliait quelque part. Il l'oubliait que nous autres. C'est peut-être lui qui est plus mêlé que nous autres. Ben écoute, ça n'a pas été là qu'il était entaché parce qu'il se déroulait. Ouais, on l'a entaché en dedans de 5 minutes. Puis là, Zolochi, je pense, soit qu'il était peut-être en beau joie le vert qu'il finisse ça bien tard le soir, ou que sa Bible, il sait pas ce qui est arrivé à sa Bible pendant qu'il était pas là. Mais bref, il nous a fait une prière, là. Il a tout arraché sur son passage. Non seulement Mahomes a eu l'air d'un piment pendant tout le Super Bowl de dimanche, les Chiefs, ils étaient pas l'ombre d'eux-mêmes. Andy Reid a l'air d'un coach de secondaire 2. Ouais. Mais moi, par exemple, moi, je m'en allais au Carnaval de Québec samedi matin. Là, je m'en vais au Carnaval, j'arrive là-bas. Bonhomme, pogne un peu le... Bonhomme, j'y pogne un peu. Bonhomme, j'y pogne un peu le tu sais... Les petits trucs, là, tu sais. Juste pour voir, mettons, comme d'habitude. Hey, bonhomme, ça va? Comme ça, juste pour voir s'il est encore comme autant en forme. Comme d'habitude. Bip, bip. Comme ça, tu sais. Puis là, il dit non, Arnaud, tu peux pas me toucher là. Les bonnes vieilles phrases du bonhomme. Puis là, fait que là, on fait ça samedi. Puis là, après ça, dimanche. Fait que là, c'est ça. Puis là, dimanche, on arrive à la maison en revenant de Québec. Puis j'arrivais à 3h30. Mon père venait pour le Super Bowl. J'organisais des burgers. J'avais tout préparé. Puis là, je sors de l'auto. Mon fils a comme une infection à la jambe. Genre un genou gros comme un pamplemousse. Il dit, papa, j'ai mal à la jambe. Je dis, ben ouais, on avance, là. J'ai mal à la jambe. Là, il monte sa jambe. Gros comme un pamplemousse, le genou. On dit, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Puis il revenait d'un 10 jours d'antibiotiques. Fait qu'il a fallu... Moi, j'ai dit, là, j'étais là. Hey, Super Bowl, man. Tu sais, j'étais comme...
C'était sûr. Je voulais pas y voir, eux autres, de toute façon. J'étais comme, tout le long, mais là, je pensais à Zolochi, je me dis, peut-être qu'il est en tabarouette après le fait que, tu sais, il a fini plus tard, puis on a réagi l'enregistrement, il nous a peut-être rajouté dans son affaire, tu sais, il a peut-être continué la prière dans le char, puis il a comme fait, et eux, les deux beaux mêlés, les tabarouettes, je leur souhaite le malheur. Je sais pas. Non, mais tu sais, puis là, et là, boum, je m'en vais à l'urgence, là, toute l'après-midi. Je suis arrivé en retard, là, je suis arrivé à comme 7h30. J'ai reparti le Super Bowl, j'avais enlevé toutes mes notifications. Ah ouais, hein? Tout, je regardais rien. C'était assez fascinant quand même, parce qu'en réalité, en tout cas, je sais pas, là, mais c'est la première fois de ma vie, en tout cas, que je me rappelle que je faisais autre chose pendant que le Super Bowl se passait. Puis honnêtement, c'est fou comment il y a du monde qui vivent. J'étais comme surpris qu'il y avait du monde qui vivait sans regarder le Super Bowl. J'étais là, qu'est-ce que vous faites ici? Comme vous voulez pas rentrer chez vous? J'étais dans l'auto, il y avait du monde sur les routes. J'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qu'ils font? Quelle bande de goners. J'étais comme, pourquoi vous êtes pas chez vous en train de regarder Cooper de genre? J'étais là, Cooper. Fait que j'avais tout enlevé les notifications, je faisais comme si rien n'existait. Puis là, je rentre à la maison, finalement, mon gars, il est comme correct. On regarde, là, tu sais, genre, bon, vu que tu s'en vas à l'urgence là, pendant 3 heures, puis le médecin il dit, y'a rien, tout est beau. T'es comme, oh. Je fais partie de ceux qui viennent pour rien, là, tu sais. Bon, c'est à cause de moi, ça coûte cher, ce toi-là. Fait que, puis là, je rentre à la maison et la varlope commence, là. Puis là, j'étais là. Oh, ouais. Hey, on a pogné un All-Star, là. Zolochi a tout arraché. Lui, je vais le Archevêque bientôt. Hey, lui, là, Et nul fois Archevêque. je vois le Airbnb pour toutes sortes d'affaires, là. Avez-vous besoin de... Vous voulez devenir riche? Appelez l'abbé Zolochi. Seulement pour 1 heure, vous pouvez devenir riche avec une prière. Il nous a invités à la cathédrale en plus, là, je commence à avoir peur. Là. Non, mais c'est ça, là. Pour moi, à la cathédrale, j'ai hâte d'y aller, en fait. Premier épisode de la saison 2 à la cathédrale. À la cathédrale. Qu'est-ce qu'on... On verra. Imagine, on pogne le Super... Si, là, on pogne le gagnant du Super Bowl à la cathédrale, je rentre au couvent, là. Sérieux, je me lance comme prêtre. J'arrête tout. Hier, tous les amis avec qui j'étais pour la soirée Super Bowl, t'es comme calvaire, là, tu vas commencer à croire à ça, toi. J'étais comme, ben là... C'est sûr! Non, mais moi, j'ai eu plein de moments, là, j'étais là... Attends, mais là, je me sens-tu normal? J'étais là, mes ongles poussent plus vite que d'habitude. C'est peut-être... Il se passe quelque chose, là. Ça se peut pas, ce qu'on a vu hier, là. Mais c'est ça, c'est que sa prière, tu sais, il souhaitait du bonheur à personne, tu sais. Non, mais nous, oui. Fait que je pense qu'en quelque part, on a été réprimandés pour avoir accès à ce petit bonheur. Ben, c'est ça. Fait que regarde, Parley vomi aujourd'hui. Boum, c'est clairement Zolochi. Mon gars a eu une infection une infection au genou, je sais pas quoi, Zolochi. Mahomes s'est fait fendre en 2, Zolochi. Vendredi soir. Il est hyper puissant, là. Vendredi soir, avec le CVM, on a mangé la pire varlope en 3 ans. C'est vrai? Ah ouais, on a pas de show puck. OK. Ouais. On a trouvé de quoi, là. Oh, il y a de quoi. Et là là. Ah ouais. OK. On va à la pause, là, je pense. On va à la pause. Retour de la pause, on tombe dans l'analyse du match. On va regarder ça en détail. On va avoir un peu mes impressions. On va parler évidemment des Eagles de l'équipe, mais aussi des Chiefs, du leg de Pat Mahomes. Puis on va finir ça aussi pour un aperçu. En fin de podcast, on va faire un petit aperçu de ce qui s'en vient. Repêchage, saison morte, l'année prochaine. On va peut-être déjà parler un petit peu de l'allure de l'année prochaine. Fait que restez là, on revient dans 2 minutes. Vous êtes à la ligne des mêlés, le dernier épisode de la saison 2024-2025. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. Hey, qui l'eût cru que ce show-là s'en allait autant dans la religion que nous on est allé, hein? Il y a une thématique, là. Tu sais, nous, on a commencé avec des petites prières. Celle-là était reliée avec Big Will Levis. C'est vrai! On était à genoux ici. Ah oui! Will Levis à genoux. Oui, parce qu'il avait fait sa vieille passe en début d'année. Là. Il était comme, mon Dieu, Seigneur, non! C'est la fin de ma carrière. C'est là que ça a commencé. C'est vrai! Ben oui. Ah oui, c'est Big Will qui nous a lancé là-dedans. Ben oui, c'est Big Will. Donc, écoutez, sur la messagerie Trex puis sur YouTube, pour vrai, merci pour tous vos commentaires. Là, les gens sont bien heureux. Ils espèrent qu'on va être de retour l'année prochaine. Ouais. La prière a marché. L'abbé doit revenir. La poussée fraternelle qu'on dit. Ouais. Après ça, il y a Jonathan Argueta qui m'a bien fait rire. Bon, premièrement, oh my god, les mêlés, ça a marché votre truc. Et ensuite, il se demande, est-ce que Parley a toujours une érection de la défaite des Chiefs? C'est une bonne question. Je vous prie d'aller lui demander. Et pas me donner les détails. Et là, je me demande, parce que dans le chat YouTube, il y a Tom Gratz qui vient d'apparaître. Oh. Il écrit Let's go les boys. Fait que là, je me demande. Hein? Est-ce que. Is that who we think he is? Is that Parley? En deux germissages, il est là.
Sinon, on remercie tout le monde. Il y a des gens qui nous disent bon, j'avais tellement hâte de venir écouter votre podcast aujourd'hui, vos rires, vos niaiseries. Ils font ma semaine, ça c'est Marc-André sur la messagerie texte. Pascal, Martin, Cédric de Laval, Frank de Laval-Ouest, François Cournoyer, puis j'en passe. Là, mais merci les à gens tout qui le nous monde. écrivent pour nous remercier pour l'année, puis Ouais. tout ça, ben nous, ça nous a fait plaisir. Et ça nous fait encore plaisir. Ben plaisir, puis ça a été... le plaisir était clairement pour nous, là. Le plaisir était ici, pas mal. Le plaisir était pour nous. Puis Ouais. peut-être pour te relancer tout de suite sur le match d'hier, là. Ouais. Est-ce que tu as été surpris de voir une... Ben, j'ose croire que oui, là, mais cette domination-là sur le front offensif et défensif de la part des Eagles là, sur la ligne de mêlée, justement. Là. Ouais. Des deux côtés du ballon. Là. Ben, ils ont complètement dominé la guerre des tranchées. Là. Moi, c'est... pas tant, je te dirais. Dans Non? le sens que... Non, ce qui m'impressionnait... Ce qui me surprenait plus, disons, de la séquence que les Chiefs viennent de... Ben, ils viennent peut-être pas de terminer. Là. Ils seront sûrement de retour l'année prochaine. Là, évidemment, encore bons, puis ils vont se rendre probablement loin en séries éliminatoires encore l'année prochaine, mais c'est plus justement l'inverse. C'est leur capacité à toujours être dans les matchs depuis surtout 3 ans sans avoir la meilleure équipe sur le terrain. Ça, c'est indéniable. Là. Je veux dire, il y a 3 ans, quand ils ont battu les Eagles au Super Bowl de 2022-2023, dans lequel Jalen Hurts jouait, Patrick Mahomes jouait, moi, mon analyse de ce match-là, c'était les Chiefs n'avaient pas d'affaire à être là. Ils n'avaient pas d'affaire à gagner cette game-là. Ils n'avaient pas d'affaire à... Ils avaient gagné 38-35 contre les Eagles. Parce que, pourquoi je disais ça, c'est qu'ils avaient la plus jeune défensive de la NFL. Ils étaient comme dans une reconstruction un petit peu de l'après-début de carrière de Pat Mahomes avec des Laurent Duvernay-Tardif, des Tyreek Hill, des gars plus vétérans, des gars un petit peu plus vieux, une ligne à l'attaque aussi plus vieille, plus garnie. Et là, se rebâtissait comme avec des jeunes joueurs. C'était la première année de Trey Smith qui avait remplacé Laurent Duvernay-Tardif, un choix de 6e ronde, recrue, mettre dehors Laurent pour faire jouer ce gars-là. Aussi d'autres joueurs, il n'y avait pas beaucoup de receveurs. Hein. Ils avaient repêché Sky Moore en deuxième ronde. Ils avaient Juju Smith-Schuster. Ils étaient en mode patchage, puis il y avait comme demi-défensif McDuffie. Il y avait des jeunes joueurs, Nick Bolton qui était là. C'était tous des recrues, là. Et ils avaient gagné ce Super Bowl-là contre les Eagles, qui à l'époque, ben les Eagles, il n'y avait peut-être pas Saquon Barkley, mais juste leur ligne à l'attaque était sensiblement la même. Jason Kelsey, temple de la renommée. Lane Johnson, temple de la renommée. T'avais beaucoup de vétérans à cette équipe-là. T'avais Zach Ertz, t'avais beaucoup de joueurs qui étaient... Donc, les Eagles étaient à maturité. Les Chiefs ne l'étaient pas. Puis les Chiefs gagnent ce match-là. Puis moi, j'ai fait... Bon, ils viennent d'en voler un. Les Chiefs, dans 3 ans, vont être imbattables. Dans 3-4 ans, ça va être la fin d'un cycle de contrats recrues de la plupart de ces joueurs-là, notamment McDuffie, le demi de coin, qui là entame sa dernière année de contrat recrue. Donc pour moi, c'était là où les Chiefs auraient été imbattables en ce moment. Mais même là, ils se sont présentés hier sur le terrain avec une équipe qui n'était pas du tout du calibre des Eagles. Non. Puis même, je pensais à ça, puis les Bills auraient été là hier, ils se seraient fait fendre, eux autres aussi. Fort probablement. Il n'y avait personne dans l'américaine, à part peut-être les Ravens, qui aurait pu avoir le talent pour accoter les Eagles. Puis les Ravens, c'est d'autres problèmes. Mais en termes de talent là, sur le terrain, je pense que la seule qui aurait été capable de rivaliser avec les Eagles d'hier, c'est les Ravens. Mais ça a toujours été l'histoire des Chiefs. C'était un peu la même histoire des Pats. T'sais, les Pats, on se disait... Comment ils vont faire pour scorer des points avec leurs 3 gars qui, on dirait, plus un cabinet d'avocats que de receveurs de passes, Gronkowski, Edelman et Amendola. Je veux dire, tu te fais représenter par Gronkowski et Edelman. C'était la joke du roast de Brady, mais je veux dire, on se demandait toujours à qui Brady lançait la balle. Il a toujours lancé la balle à des gars qu'on connaissait pas avant et qu'on connaissait pas après. Puis et il réussit à faire des miracles. C'est un peu l'histoire de ce match-là hier où à un moment donné, les Eagles étaient trop bons à trop de positions. Je pense qu'on en avait parlé un peu pendant la semaine. On essayait de décortiquer tout ça, mais la seule position où j'aurais pris un joueur des Chiefs avant celle des Eagles, c'est carrière. Ouais. Elle est rapprochée, je pense que c'est très débattable. Puis même là, hier, Travis Kelce est plus l'ombre de lui-même. Là. Non. Il a tellement ralenti. Je veux dire, pour moi, c'est terminé. Là. Puis après ça, je veux dire, c'est débattable. Là. Je veux dire, à chaque position, tu aurais probablement pu prendre les Eagles au lieu des Chiefs. Donc, à un moment donné, c'est OK, ben, tu te fies à Andy Reid, tu te fies à Steve Spagnuolo, le coordinateur en défensive, tu te fies à Pat Mahomes. Mais il n'y a rien que tu peux faire quand tu n'arrives pas à. Quand
tu es une ligne à l'attaque qui n'arrive pas à arrêter une ligne défensive, il n'y a rien que tu peux faire dans le football. Non. C'est pour ça qu'ils se fendent la tête en 4 pour trouver des gars qui sont capables de mettre de la pression sur le carrière puis que ça vaut cher. Quelqu'un qui a fait de l'argent hier, moi, te dire, c'est Myles Garrett. C'est sûr. Parce que là, il y a une gang écoute, ça fait des petits, ces affaires-là, mais Myles Garrett, hier, il y a des équipes qui vont dire « OK, ça nous prend Myles Garrett. » On est obligé d'avoir Myles Garrett parce que, par exemple, je sais pas, moi, t'es les Bills de Buffalo ou t'es une équipe, t'es les Ravens, c'est une équipe qui veut sortir de l'américaine. Là, tu te dis, OK, mais c'est comme ça qu'on bat Pat Mahomes. Ça nous prend 6 gars qui sont capables de rotationner dans une game pour mettre de la pression sur lui. Puis il faut s'asseoir en arrière puis couvrir. Tu sais, je veux dire, c'est ce que les 49ers voulaient faire. C'est la spécialité de Robert Saleh. C'est ce que Kyle Shanahan aimait beaucoup de Robert Saleh aux 49ers. C'était vraiment ça, mais en même temps, cette défensive-là, c'est plus des Jimmys and Joes que des X's and O's. Pour le langage de football, là, ça te prend des boys qui sont dominants. Plus qu'un schéma extrêmement ingénieux. Tu sais? Parce que quand tu mets 4 gars à l'avant puis tu couvres en arrière, couvrir avec tout le temps un gars de plus, c'est pas mal plus simple. Ben oui. Quand tu blitzes puis t'enlèves des joueurs, là, c'est un jeu d'échecs que Spagnuolo joue souvent en disant je pense qu'il va lancer du côté fort ou du côté faible, donc je vais blitzer de l'autre côté puis je vais rotationner mes demi-défensifs du côté où je pense qu'il va lancer. Mais tu vas toujours être en infériorité numérique si tu fais ça, surtout si tu choisis pas le bon côté. Tandis que si tu laisses tes joueurs de ligne défensive mettre de la pression à 4, ben tu es toujours en arrière, tu as 7 joueurs en arrière pour couvrir. Puis souvent, le maximum qu'on peut mettre, c'est quoi au football américain? C'est 5. Tu sais, tu peux laisser aller 5 joueurs, vraiment. Peut-être avec un porteur de ballon de plus. Donc, tu es soit 7 contre 5 ou tu es 7 contre 6. Tu es toujours un joueur de plus. Donc, tu es toujours en force. Puis, je me souviens encore, il y a plusieurs années, Mike Benevidez était venu à l'Université Laval pour nous montrer son schéma défensif des Lions de la Colombie-Britannique. Puis là, il était comme, regardez comment on joue de la couverture, regardez comment on joue de la couverture. Mais c'était quoi son nom? Cameron Wake. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Cameron Wake. Avec les Dolphins? Ouais, mais avant, il était au Lions de la Colombie-Britannique, Cameron Wake, puis il y a eu comme 2-3 saisons de 24 sacs, genre, puis il est parti dans la NFL. C'était juste Cameron Wake qui défonçait tout le monde de l'autre bord. Les Lions jouaient avec 3 joueurs de ligne défensive. T'avais lui, puis t'avais Brent Johnson de l'autre côté, aussi un autre gars qui venait d'Ohio State qui était dans CFL. Il y avait les 2 meilleurs alliés de la ligue. À 3 joueurs, ils mettaient de la pression comme malade. Fait que dans CFL, tes 3 joueurs, en avant, tu mets 8 demi-défensifs. C'est sûr, t'as de l'air de la meilleure squad pour couvrir de l'histoire de l'humanité, là. Fait que je veux dire, c'est la défensive par excellence. Tu sais, Vic Fangio a appelé un bon match, mais pour moi, là où le travail s'est fait, et c'est pourquoi la NFL, je pense, est reine encore de toutes les autres ligues de sport, c'est que tu commences à tomber en amour avec un joueur 4 ans avant qu'il rentre chez les pros. Tout le monde le veut, tu sais. Et le repêchage est tellement puissant dans la NFL, là. La force du football collégial, de regarder un joueur, de le désirer, de l'avoir dans ton équipe, et à sa première année, comme un Jalen Daniels, il t'amène au championnat national, tu sais. La même chose peut s'appliquer à la ligne défensive des Eagles. Je veux dire, Nolan Smith, choix de premier tour, Georgia. Jordan Davis, choix de premier tour. Milton Williams hier, choix de 3e tour. Josh Sweat, choix de 4e tour. Jalen Carter, choix de premier tour. Tu sais, il y a un investissement qui a été fait de ce côté-là qui a rapporté hier. Donc, tu peux vraiment te bâtir une équipe dans le repêchage qui est très forte dans la NFL, plus que dans n'importe quelle autre ligue. Parce qu'en dedans de 2 ans, tu peux repêcher un Josh Sweat, un Milton Williams, un Jordan Davis, un Nolan Smith, puis un Jalen Carter, puis tu as 5 gars qui vont jouer dans ton Super Bowl, puis qui ont mis le plus de pression sur un carrière à 4 depuis justement les Buccaneers de 2002 puis les Giants contre Tom Brady. Tu sais, je veux dire, ils ont eu leur mot à dire dans ce match-là. Moi, en 2016, contre Calgary à la Coupe Grey, on a mis de la pression à 4 ou à 5 tout le long du match. On n'a pas blitzé. Il n'y a rien que tu peux faire contre ça. Si vraiment tu es dans le flow de la game, il n'y a rien que tu peux faire à l'attaque. Moi, j'ai été bien déçu de l'entrée de jeu des Chiefs. Je pense que les Chiefs n'étaient pas dans la game dès le départ. C'est fou, là. Parce que, tu sais, habituellement, puis c'était un des points qu'on apportait, tu donnes 2 semaines à Andy Reid, techniquement, il va arriver avec des ajustements, des schémas offensifs où ils vont être capables de contrer justement ce type de pression-là, puis ils n'ont juste jamais été capables d'apporter quelconque ajustement. C'est comme si leur 2e, 3e plan ne fonctionnait pas non plus, là. J'ai pas vu nécessairement le 2e plan. J'ai pas vu le plan B. J'ai pas vu qu'ils ont fait autre chose de différent. J'ai l'impression qu'ils se sont pas imposés
dès le départ et ils étaient décousus. Tu sais, des pénalités au départ que tu fais, oh, ça, c'est pas comme les Chiefs. Hors de l'ordinaire. D'ailleurs, je sais pas si ton avis par rapport à... On a tellement parlé des arbitres pendant 2 semaines. Est-ce que les arbitres sont arrivés en disant, là, on n'aura pas de l'air d'une gang de vendus, là. On va la caler des 2 bords. Je sais pas, tu sais. Parce que les petits appels au début du match, là... Ah, ça, c'était louche. Mais ça a été both ways, là, au moins. C'était des 2 côtés. Mais d'habitude, c'était pas both ways. Non, c'est ça. D'habitude, c'était toujours de l'autre côté, tu sais. Ouais. Sur McDuffie, j'étais là, ouf. Hey, sur McDuffie, sur Nick Bolton aussi, sur Saquon Barkley. C'est des gros jeux, en plus, le 3e essai. Je pense qu'à un moment donné, il y en avait un, c'était 2-16 ou 3-16, appelé une pénalité de rudesse. Puis même du côté offensif, souvent, les Chiefs se ramassaient en premier et long, 2e et long après des punitions. Puis tout ça, c'est du football de situation auquel, habituellement, les Chiefs ne se ramassent jamais. Là. Exact. Donc, ils n'ont pas joué un match efficace. Ils tiraient de l'arrière non seulement sur le terrain dans leurs essais, mais aussi rapidement dans le match avec un 7-0. Puis les Eagles sont arrivés là pour gagner. Moi, je me rappelle du premier 4-2 de la game. Première possession des Eagles, lance la balle à A.J. Brown. Sur 4-2, tu lances la balle à A.J. Brown contre le meilleur demi-coin au bord. Ça, j'étais comme, OK, mais ça, c'est... T'étais là pour gagner la game. Oui, ça, c'est des balles. Tu sortais pas de là tu sais, tu vas dire, non, moi, je vais ici, je mets mes bases sur la table, puis ça se passe, là, tu sais. Vraiment, là, puis en milieu de terrain, première drive du match, là. C'était pas la ligne de 20 l'autre bord, puis tu pousses, là. Absolument. Donc... non, les Eagles, je veux dire, de loin, avaient la meilleure équipe sur papier. De loin, on en a parlé, mais c'est ça, c'est qu'on se dit, mais les Chiefs vont encore sortir un lapin de leur chapeau. Je veux dire, c'est l'histoire des Chiefs depuis déjà 3 ans, d'avoir l'air sous-estimé, puis finalement jouer le match le plus serré, puis jouer du bon football de situation. Ils n'ont pas joué du bon football de situation. Ils auraient pu marquer un gros toucher avec DeAndre Hopkins à la fin du 2e quart. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, son robot manquait d'énergie ou je sais pas quoi, quelqu'un l'a déplugué, mais la balle arrive, il est complètement tout seul. Puis là, on aurait dit mon fils de 4 ans à qui j'ai lancé un ballon, les deux mains comme les tortues ninja, direct les doigts en plein milieu. Tu te dis, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, mais. Puis là, s'ils avaient marqué là, ça aurait été 24-7, t'aurais pu marquer au retour de la demi, 24-14, t'es ailleurs, là. Ouais. T'es complètement ailleurs. C'est justement ce qui. C'est ça dans quoi Bill Belichick et Tom Brady se spécialisaient dans le Super Bowl. 0 point au premier quart. Finit toujours le 2e quart en force, commence le 3e quart en force, finit le 4e quart en force. Ouais. Tu fais ça, man, t'es presque inarrêtable. Tu sais, je veux dire, des swings de 10 points à la fin du 2e quart et au retour du 3e quart, des swings de 14 points. Ouais. C'est gros dans un match comme ça. Là. Puis eux autres, ça a été 0-0 quand ça aurait pu être 14 points. Puis tu sais, à l'inverse, mettons, je trouve pas à l'inverse, mais du côté des Eagles, moi, c'est vraiment Jalen Hurts qui était en contrôle de tout ce qu'il faisait hier. Puis, toute l'année, on disait qu'il n'y a pas eu... C'est peut-être le match où il en a fait le plus, je dirais, parce qu'il a toujours été efficace toute l'année. Toute l'année, il a été efficace. Non, ça a été son meilleur match de l'année. Ah, vraiment. Puis ses jambes, c'est la première fois qu'il l'utilisait autant. Il a fini avec 11 courses quand même. Là. Puis il était vite, puis il était puissant quand il courait. Il baissait l'épaule s'il avait besoin. Ouais. Il était incisif, puis tu sentais que le moment avait pas l'air. Puis évidemment, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir l'air autant en contrôle quand, je veux dire, tu baignes quand même relativement tôt. Même beaucoup, départ, le départ. Il a commencé le match, je pense, 15-20 pour la première passe à A.J. Brown était précise. Parfait. Puis toutes ses passes sur l'épaule extérieure hier, tout le temps, direct sur le dime. Parfait. Parfait. Puis, je veux dire, il me fait penser à Russell Wilson avec les Seahawks. Beaucoup. Ouais. Tu sais, c'est comme... T'as sorti Russell des Seahawks, ça n'a plus jamais été le même joueur. Ouais. Je sais pas si je sortirais Jalen Hurts de Philadelphie puis ça serait le même joueur. J'ai l'impression qu'il est très fonctionnel dans cet environnement-là. Puis force est d'admettre qu'il faut comprendre sa capacité à lancer la longue balle puis à lancer des petits tracés courts, mettons un slant à l'intérieur. Il faut comprendre le principe derrière. C'est que, évidemment, il y a déjà 3 ans, quand Jalen Hurts est rentré, t'avais déjà un jeu au sol qui fonctionnait très bien. Là. C'était pas Saquon Barkley, mais fallait que tu arrêtes le jeu au sol des Eagles si tu voulais gagner un match. Ouais. Là, c'est Saquon Barkley. Donc, pour comprendre, là, le premier jeu du match, Saquon a couru pour 4 verges. Les Chiefs avaient 8 gars dans le bois. Ah, c'est fou. Tu sais, je veux dire, OK. Je vais dire, OK, bon, mais les Steve Spagnuolo, on a parlé toute la semaine. On va l'arrêter. On va arrêter Saquon Barkley. On met les gars dans la boîte. Ce que ça fait, mettre 8 gars dans la boîte, par exemple, c'est que ça libère les autres joueurs à l'extérieur pour de la couverture homme à homme. Donc, quand tu es capable de punir l'adversaire, comme il l'a fait avec A.J. Brown en début de match, même si ça a été rappelé, mais il l'a refait après avec Devontae Smith ou autre, ou Jalen Dotson aussi. Ouais. Mais quand tu as une couverture homme à homme, si ton joueur bat son couvreur, il n'y a plus personne pour l'aider. Donc, tu es toujours comme
à la merci de te faire passer un gros jeu si jamais tu n'as pas les gars pour être assez à l'aise pour couvrir homme à homme 2 ou 3 joueurs de l'autre côté. Mais Jalen Hurts était précis avec ces passes-là hier parce que si tu es précis comme ça, tu es presque inarrêtable. Ouais. Tu vas toujours avoir du homme à homme. Puis si tu vas en zone ou tu recules un de tes demi de sûreté pour jouer plus loin, bien là, c'est selon ton parlait au début de l'année. On joue avec 2 demi de sûreté. On était comme dans une espèce de formation parapluie en haut. On a un demi de coin on a les 2 demi de coin à 12 verges. On a les 2 demi de sûreté à 20 verges. OK, là, tu as 4 joueurs à peu près à 20 verges de la ligne de mêlée. Là, tu cours. Tu comprends? Mais là, c'est le jeu du chat et la souris. Mais si tu mets 8 gars dans la boîte assez rapprochés, tous à peu près à la même égalité que les secondaires, plus les 4 ou 5 lignes de joueurs en défensive, tu as un demi de sûreté à 24 verges ou 20 verges, puis tu as 2 demi de coin qui jouent à 12 verges, puis là, c'est homme à homme. Si tu te fais brûler dans le fond du territoire, tu peux rien faire. Il va falloir que tu recules un joueur, puis là, tu recommences le cycle de courir. Mais on aurait dit en début de match, je t'aurais dit hier, Saquon Barkley court 25 fois pour 57 verges. Penses-tu que les Eagles gagnent? Non, c'est clair. Tu comprends? Mais j'ai aimé le fait que, malgré le fait qu'il n'était pas dominant par le jeu au sol, ils ont continué à le faire courir quand même. Pour les forcer à respecter la boîte. Puis pour l'horloge. C'est ça, pour l'horloge, pour le contrôle du temps. Même si ça ne fonctionnait pas, ils allaient chercher une verge ou 2, peu importe. Pour l'horloge, ils ont continué. Puis pour forcer les joueurs à rester dans la boîte, puis garder justement ces situations-là à l'extérieur. Exact. Mais tu sais, un 17 en 22 pour 221 verges, 2 passes de toucher, une interception. L'interception n'était pas belle, n'était pas bonne. Il y a eu de la pression. Je veux dire, c'était un mauvais choix de jeu. Mais somme toute, il a contrôlé le match. Puis il a, comment je pourrais dire ça, il a blessé les Chiefs au mauvais moment. Tu sais, quand les Chiefs prenaient un risque, boum, il lançait la passe que, tabarouette, ça, c'est le backbreaker. Là. Ouais. Ça te casse les reins en deux. Là, tu fais, aïe, j'aurais pas dû faire ça. Et ça s'est répété au courant du match. Jalen Hurts s'en vient, en tout cas, avec une réputation d'un tabarouette de gamer. Là. Vraiment. Parce que quand il est au Super Bowl, il se pogne 2 fois contre la sommité dans la ligue, puis les 2 fois sort le meilleur joueur de la rencontre. Ouais. T'es en train de se bâtir une réputation de gagnant. Ouais. Ça, c'est clair. OK, on va à la pause. On revient, on finit l'analyse du Super Bowl. Puis après ça, il nous reste un petit peu de temps. On va faire un petit peu, mettre la table pour la saison morte. Vous êtes à la ligne des mêlées, le dernier épisode de l'année 2024-2025. On revient dans 2 minutes. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Très bon Super Bowl hier, malgré le score. Je pense que ça a été... c'est drôle, hein? C'est ma réaction. Tout le monde était comme, quel game plate. Moi, je suis comme, quel merveilleux match. Merveilleux match. Un match défensif pour les Eagles, en tout cas. Un match défensif et offensif pour les Eagles. T'imagines Ricky Gunn qui était venu ici lundi passé, Ricky Gunn puis Big Max qui nous écoutent en début. Penses-tu qu'ils ont senti qu'on était un petit peu, qu'on prenait un peu plus pour une équipe qu'un autre? Surtout avec les prières, là, après ça, qui ont suivi. Là, t'sais. Mais ouais, exact. Pour résumer le match d'hier, encore une fois, sous un autre angle, je te dirais que je pense qu'il faut arrêter la comparaison de Pat Mahomes et Tom Brady. Elle est trop tôt. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Ouais. Mais c'est sûr qu'en même temps, il a été comme excellent très rapidement dans sa carrière. Fait que là, les gens se sont sentis obligés de tout de suite s'établir parce que c'est jamais arrivé un début de carrière comme ça. T'sais. Non, c'est ça, mais c'est trop tôt. Mais tu sais, c'est jamais arrivé un début de carrière comme ça. Tom Brady, il a commencé sa carrière de même. Ben c'est ça. Ben c'est pour ça, je veux dire. Comme, c'est comme la corrélation s'est fait rapidement parce que c'est les deux seuls carrières à avoir eu un début de carrière comme ça. Moi, la vraie game, elle va se passer quand il va perdre Travis Kelce. Puis peut-être Andy Reid ou Spagnuolo, un des deux, parce que tu sais, Brady a passé à travers beaucoup de changements d'entraîneur du côté des Patriots. Évidemment, Bill Belichick est resté, mais je veux dire, Charlie Weiss est parti, Romeo Crennel, il y en a eu beaucoup qui sont partis, des gros coordinateurs qui sont partis ailleurs. Faire l'entrée de Josh McDaniels qui était tout jeune à l'époque, Matt Patricia qui était tout jeune à l'époque, Brian Flores, tu sais, je veux dire, ils en ont vu des carrières, des gros coordinateurs qui sont partis. Moi, ça va être là où ça va se passer, tu sais, je veux dire... Juste perdre Travis Kelce, ça va être... C'est gros là, pour Pat Mahomes. Là. C'est gros de perdre Travis Kelce. Chris Jones aussi, le joueur tout étoile, qui sait ce qui va rester de Chris Jones dans les prochaines années. T'sais. Ce genre de roulement-là, moi, ce qui m'a beaucoup plus impressionné de la carrière de Tom Brady, c'est les 10 dernières années, non pas les 10 premières. Ouais. Les 10 premières, c'était un peu tout le monde qui... Tu sais, les Teddy Bruschi, les Willie McGinnis, les Mike Vrabel qui embarquaient ce gars-là sur leur dos, puis disaient « Fais juste faire ta job, on va gagner. Ouais. » Oui, c'était un gagnant en fin de match. Il finissait toujours avec la drive pour gagner. C'était exceptionnel. Mais c'était pas nécessairement... Les matchs passaient pas par lui. C'est vraiment à partir de quand Randy Moss est arrivé que là, ça a été comme, bon, là, maintenant, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Et là, c'est parti pendant à peu près 10-12 ans avec
notamment un nouveau squad. À un moment donné, Gronkowski qui arrive, Aaron Hernandez, RIP, Aaron Hernandez, mais Aaron Hernandez s'en allait au temple de la renommée. Là. Ça aurait été le meilleur duo de tight end de l'histoire. C'était en voie d'être ridicule. Aaron Hernandez, c'était phénoménal. Il était des fois porteur de ballon, des fois il y rapproché, des fois à l'intérieur de la boîte, à l'extérieur, c'était fou. Gronkowski, même affaire. Après ça, tu amènes Amendola, Edelman, le fameux joueur de la crosse qui finalement s'en va au temple de la renommée. Chris Hogan, je veux dire, des gars qui sortaient de nulle part. Ouais. Puis que Tom Brady élevait jusqu'à un niveau où les gars étaient dangereux dans le Super Bowl. T'sais. Fait que ça va être ça, moi, je pense, la deuxième partie de Pat Mahomes de sa carrière, de voir, OK, qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec Rashee Rice l'année prochaine, Xavier Worthy, peut-être plus Travis Kelce. Qu'est-ce qu'on va voir comme Pat Mahomes? Peut-être si Andy Reid saute, qui le remplace? Est-ce que c'est Matt Nagy? Est-ce qu'il va continuer à être aussi performant avec Matt Nagy, qui est coordinateur à l'attaque? Je pense que Matt Nagy appelle pas mal plus les jeux que ce qu'on pense. Donc, c'est ça. Moi, c'est ça où j'ai hâte de voir. Comment Pat Mahomes va réagir par rapport à la perte de monuments comme ça avec qui il y a puis, à la différence de Tom Brady, je pense que lui, c'est ça. Dès sa première année, il était MVP de la Ligue. Ben, première année où il jouait, tu sais. Première année, bon, c'est lui la franchise. Tom Brady, c'était pas le cas. Ça a pris beaucoup plus de temps. Mais ça reste un défi pour n'importe qui, et autant comme joueur, mais aussi comme organisation, de donner assez d'outils à ce gars-là pour être performant. Puis c'est un peu à la différence, par exemple, des Eagles de Philadelphie. Tu sais, les Eagles de Philadelphie, j'en ai parlé pendant la semaine, mais moi, mon joueur le plus utile des Eagles de Philadelphie, c'est Harry Roseman, le directeur général. Tu sais, tout le monde a les mêmes règles là, dans cette ligue-là. Là. Pourquoi lui est capable de jouer avec autant de gars performants qui ont des gros contrats, qui sont payés, ci et ça, puis les autres équipes sont même pas capables de le faire. Tu sais, je veux dire, les Eagles, hier, avaient 8 joueurs qui jouaient avec un contrat de 50 millions de dollars et plus, 6 joueurs qui faisaient plus de 20 millions de dollars par année. Je veux dire, c'est incomparable. Quand tu regardes, mettons, tu regardais, par exemple, les joueurs les mieux payés des Eagles de Philadelphie, puis par exemple, les Bengals de Cincinnati, pour le top 10 des joueurs les mieux payés, les Eagles de Philadelphie, c'est 36% du cap salarial, puis les Bengals, c'est 50%. C'est les mêmes règles. Fait que l'année prochaine, le joueur le mieux payé sur le cap salarial des Eagles, c'est Jalen Hurts, il va faire 21 millions sur le cap. Ils sont en business encore l'année prochaine. C'est lui qui accepte de vivre dans un petit bungalow avec juste un petit barbecue en arrière, pas de piscine, tranquille. C'est ça. Fait que c'est ça. Non, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc, un directeur général comme Howie Roseman qui arrive à vraiment trouver des façons de gérer son cap salarial et de faire un peu comme c'est très à la mode en ce moment dans tous les sports. Là. Les Dodgers le font au baseball, mais de reporter, si tu veux, l'impact du cap dans plusieurs années en se disant que le cap va monter, que tu prends des paris un peu, mais ça fait en sorte que les Eagles de l'année prochaine vont avoir peut-être la même équipe là, en ce moment sur papier. Là. Ouais. Donc, pour moi, les Eagles sont encore une fois favoris l'année prochaine avec les Chiefs pour se rendre jusqu'au Super Bowl. Puis écoute, le pari d'Harry Roseman de l'année dernière, on peut parler de Nick Sirianni brièvement, mais je sais pas quoi dire encore de Nick Sirianni, autre que le fait qu'il y a une tendance dans la NFL en ce moment et dans tous les sports d'avoir le jeune coach prodige qui sort presque de Harvard, là, qui a de l'air d'écrire des jeux extraordinaires à la Mike McDaniels, mettons. Là. Ouais. Mais Nick Sirianni appelle aucun jeu. Il colle rien. Il gère son match. Puis, il y a encore une place pour des coachs comme ça dans la NFL. Ouais, et dans tous les sports. Puis, il gère du mieux qu'il peut. C'est joueur. C'est joueur. Puis, il s'assure que tout le monde est prêt à faire sa job. Exact. Puis, il sait. Puis, encore hier, ici, il se pognait avec AJ Brown sur la ligne de côté. Puis, je suis comme. Ben, maintenant, c'est rendu plus normal, mais c'est vraiment. Puis, moi, c'est ça que j'ai trouvé impressionnant aussi. C'est qu'il y a eu une grosse partie de l'année où on doutait de la capacité à cette équipe-là de se rendre loin à cause de toutes les altercations qu'on a vues sur les lignes de côté, dans les médias, ainsi de suite. Puis à travers tout ça, au final, ils se sont juste forgés une identité comme équipe. Puis ils ont juste... Quand il y a autant de têtes fortes, liées au fait qu'ils ont autant de talent, justement, ben c'est comme si... Puis maintenant, on l'a réalisé pendant l'année, on se l'est dit, ben Sirianni, au final, c'est peut-être le coach parfait pour cette équipe-là. Exact. Puis, et tout orchestré par Harry Roseman. Parce que quand tu comprends un peu... Tu sais, l'année dernière... Les deux coordinateurs quittent, on met dehors les deux coordinateurs. Après ça, on rencontre Nick Sirianni, c'était public. OK, qu'est-ce qu'on fait avec Nick Sirianni? Finalement, Jeffrey Lurie et Harry Roseman décident de le garder en poste. Mais c'est pas lui qui a choisi ses coordinateurs, comme d'habitude. Ouais. Un coach comme là, Aaron Glenn, au Jets, choisit ses coordinateurs. D'ailleurs, a dit à Aaron Rodgers qu'il ne revenait pas. Je trouve ça un peu spécial, mais regarde, les Jets repartent en construction. Je devrais appeler Lino Zambito, un professionnel.
Amène Lino. Amène Lino. On reconstruit à chaque 4 ans ici, on a besoin de toi. on est comme l'autoroute 40, on a tout le temps besoin de leur patcher. Ouais. Fait que, puis Harry Roseman a décidé que Jeffrey Lurie, qui s'en venait comme coordinateur. Fait que moi, au départ, je me dis, OK, c'est 3 gros de tête forte, comment ils vont travailler ensemble? Mais Nick Sirianni a trouvé une façon de les faire fonctionner. Ouais. Puis si j'étais Kellen Moore, pas sûr que je me pitcherais sur la job des Saints de la Nouvelle-Orléans, là. Pas sûr que j'irais là-bas avec Derek Carr. Regarde, t'es en business, là, ça roule. Tu peux encore gagner un Super Bowl l'année prochaine. Tu auras peut-être une occasion d'être un coach ailleurs que tu aimerais peut-être plus, comme par exemple les Cowboys de Dallas. Je sais pas. non, mais dans le sens, peut-être qu'il va y avoir autre chose parce que t'es en business, t'as pas besoin de faire grand-chose. Fait que, écoute, félicitations Eagles de Philadelphie. Ça fut une belle saison, somme toute. On va aller en pause. On va revenir brièvement pour faire le wrap-up de la saison, le wrap-up du podcast. Vous êtes à la ligne des mêlés, on s'en va en pause. On revient dans 2 petites minutes pour la finale de l'épisode 2024-2025 de la ligne des mêlés. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. Kendrick. Moi, j'ai honnêtement, petit mot sur le show de la mi-temps. J'ai haï toutes les shows de la mi-temps. J'y trouve toutes hache. J'y trouve toute la gang. Ah, que je trouve ça plate, les shows de la mi-temps. J'embarque dans rien. Mais si vous me donnez 45 minutes, parfait, on va faire des burgers, on va clencher 2 sacs de chips, je reviens. Ben, J-Lo, Shakira, moi, j'avais bien apprécié. J'ai eu du fun. Ah! Non, moi, j'embarque dans rien. Je te dis, le seul que j'ai aimé de ma vie, je pense, c'est Katy Perry. Baby, you're fine! Là, j'étais là. That's what I'm talking about. Baby, you're fine! California Girls, on est incontournable. En tout cas. Ben oui, ben, on est de retour à la Ligue des mêlés. Ouais. Puis, non, mais moi, je voulais juste dire, tu sais, parce que là, on clôt la première saison. Ouais. Ben, un gros merci. Un gros merci parce que, à toi. Ouais. À toi. Parce que c'est pas. Parce que t'as eu confiance en moi avant qu'on commence cette saison-là. Puis on s'est appelé genre mi-août. Depuis le début, c'est quand on a commencé il y a 2 ans. Ouais. Puis t'étais comme. T'aurais pu faire ce show-là avec n'importe qui là, derrière la petite console ici. Ouais. Puis t'as mis ton pied à terre. T'étais comme, moi, c'est ce fou-là que je veux. That guy. Je veux ce fou-là avec moi. Ouais. Puis quand tu m'as appelé mi-août, puis t'étais comme là, Big, ça va se passer. Puis j'étais comme, ah ouais? Ah ouais? Ouais, on se lance là-dedans. Puis tu sais, moi, j'ai refusé d'aller coacher en Europe pour faire ça. Puis je regrette aucunement. Puis Parley a refusé d'aller à Val d'Or. Je sais pas à quoi vous avez pensé, les gars, honnêtement, de dire, hey, on fait confiance à ce gars-là. Ben, puis pour vrai, tu sais, c'est ça. Parce que l'opportunité était là d'aller coacher en France, puis tout, puis du haut calibre. Puis j'étais comme. Ça sera que partie remise. C'est ça. Éventuellement, ça viendra, puis on ira faire des shows là-bas en même temps. Là, exact. Putain! Regardez bien les Autochtones qui viennent nous faire un show de radio! Ouais, écoute, ça a été cool, man. Ça a été vraiment cool. Puis merci d'avoir embarqué là-dedans aussi dès le départ. Yeah. Merci à Parley qui est à l'extérieur. Parley, c'est une histoire de longue date quand même. On aura l'occasion de peut-être vous raconter ça une autre fois. Parley, man, j'apprécie tout ce que tu as fait pour ce show-là cette année. Machine, recherchiste, préparé tout le temps, toutes les fois. Ça a été extraordinaire. Puis écoute, Parley, man, pour tout, en fait. Love you, buddy. Puis on continue d'être là chacun l'un pour l'autre. Puis même affaire Pepper, man. Ça a été une année rocambolesque. Un jour, on va peut-être vous raconter ça. Disons que ça a été une année complètement folle. En espérant qu'on soit tous là l'année prochaine. Puis, ben écoute, that's it, man. Merci à tout le monde d'avoir embarqué dès le départ. Merci à tout le monde de participer à bâtir la communauté. On a eu du fun. Autant les lundis que les jeudis, ça a été bien trippant. La forme du podcast l'année prochaine risque d'être, j'imagine, assez semblable. Je veux dire... Peut-être ajouter un show supplémentaire. On en discute souvent, là. C'est ça, exact. On a plusieurs idées. Ça va aller aussi avec ce qu'on va être capable de faire au niveau des partenaires qu'on va avoir, mais on s'enligne sur de quoi le fun. On a plusieurs idées qu'on travaille déjà depuis un bout. On va avoir de quoi vous proposer de vraiment cool l'année prochaine aussi pour faire participer la communauté, autant dans nos paris sportifs. On risque d'avoir une division que paris sportifs. On la voulait toute l'année, mais ça a été des fois compliqué à tout organiser ça. Regarde, au début, à chaque fois qu'on venait ici le lundi, on oubliait qu'on n'avait pas le droit de parler de ça. Ouais, exact. On avait tellement hâte d'en parler qu'on des fois on petite jasette. Exact. Mais fait que c'est ça. Fait qu'écoute, une année qui a été vraiment cool. Au plaisir de se retrouver l'année prochaine pour parler de football. Autant football d'ici, football universitaire, U-Sports, RSEQ, que CFL, que NFL. Écoute, on a le temps qu'on a dans la semaine pour parler de tout le football. Mais merci à tout le monde, man. Si vous avez quoi que ce soit, comme je vous dis, là, on va peut-être revenir
Sûrement avril. Sûrement avril, quelque chose de même pour reprendre autour du draft de la NFL. On va en reparler un peu avec toute l'équipe ici à BPM Sport, puis nous autres, entre nous autres. Là, on va prendre un petit moment pour se reposer. Puis voilà, ben écoute, on vous tient au courant. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous trouver sur Instagram. Vous nous envoyez ça si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez vous impliquer aussi dans le podcast, vous pouvez toujours nous rejoindre. On est déjà en train de bâtir un peu notre écosystème pour l'année prochaine. Autant de partenaires que de game plan, de plan de match qu'on veut faire en termes de contenu. Fait que voilà, on a des idées en tabarouette. Puis ça va démarrer de toute façon en France. Ça va être cool. Je veux dire, on jase de plein d'affaires. On a même des meetings d'équipe. On n'est pas si mêlés que ça, nous autres. Non, il y a de la planification derrière tout ça. Hein. Inquiétez-vous pas. On pense pas tout à ce qu'on va dire 5 minutes avant. Là. Non. Des fois, c'est 7, 8, 9. All right. On n'a même pas fêté l'Halloween. Ouais, on va faire ça en avril. All right. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit bientôt, on se tient au courant, puis manquez-nous pas sur les réseaux si vous avez des questions. On reste à l'affût. Dernier épisode de La Ligne des Mêlés. Merci à tout le monde. Ciao, à la prochaine. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La Ligne des Mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon.